On attaque pour de vrai? Allons-y. C'est à moi de faire Allons-y. l'intro, c'est vrai. Ah putain. Euh, Bonsoir mesdames et mesdames, bienvenue sur le podcast de Moule Moule et du Ratron et Amatrou On est trois. Bonsoir. pour ce sixième épisode. Sixième épisode où on va parler de... Stress physique. Oui. Stress physique. ça- On est réactif, hein? Vous Elle a avez l'air compris, dynamique. elle C'est bien, ici on veut des gens motivés, en forme. Ouais. Tout ce qu'on veut. Et qui jouent pas à Slime Rancher en même temps. Mais vas-y, elle était bien mon idée. Laissez en commentaire si vous êtes d'accord pour qu'on fasse tous les trois un let's play de quelque chose en même temps qu'on débat. Alors, Genre en vrai, c'est une trop bonne idée. L'idée est à la fois géniale et à la fois complètement chaotique. Moi, ça me fait carrément Mais c'est passer. exactement penser pour à... ça qu'il faut le faire. C'est Voilà. le gars Viens qui de doit... résumer notre série. Donc, on attend vos retours. Non mais tu sais, le gars qui doit regarder le podcast, il doit regarder 3 différentes vidéos et puis jongler entre les 3 Non, il vidéos y a pour 3 pouvoir- versions. Il tirer fait comme il pour veut. toi. Où je mets les trois à l'écran, tu sais. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oh, la dopamine là, la saturation d'informations, t'inquiète. Ça va jouer à Trackmania. Oh ouais, on fait un tournoi de Trackmania en même temps. Oh. Ça peut se faire. Ok, Et ok, pour- c'est eh, d'accord. 2 millions Pour le de prochain, on verra. Pour le prochain, on verra. Voilà. Ça marche. Bon, Prochain Mais- podcast, c'est un tournoi sur... voilà, bah, de toute façon, on leur a demandé leur avis, mais c'est déjà acté, enfin. Alors que je réinstalle Trackmania. Purée. Ok. Enfin, Il pèse pas lourd, nous disions. un peu comme moi. Le stress physique. Non, toi t'es pas grand. Oh, ouais, c'est vrai. Oh putain, mais tu m'as devancé. C'était à moi de te faire le tacle sur ta taille, normalement. Bon. Cool, hein. Stress Voilà. physique. Donc c'est toi qui as choisi ce sujet de merde, encore une fois, donc c'est toi qui vas commencer à Et introduire. en même temps, ça fait 3 podcasts qu'on parle de stress en disant il y a le stress mental et le stress physique. Le stress mental, on a détaillé en long, en large, en travers et dans ton. Et le stress physique, il attend. Il est là dans son coin, il attend. Pardon, Ouais. je suis désolé, c'est... Aucun souci, moi j'ai entendu Charal. Y a pas de... Non, mais voilà, c'est... C'est comme ça, c'est voilà, c'est la galère de la famille quand t'as une famille Le qui podcast voilà, de l'enfer. quand t'as une famille qui respecte tant, tu sais, tout ce que tu es passionné par et voilà, tu vois, c'est beau, c'est beau. Non mais t'inquiète, je queuterai pas. Alors, le stress physique, parce que donc, non seulement on a détaillé en long, en large et en travers le stress mental, mais en plus le stress mental est quand même un peu plus évident pour le mot stress que le stress physique. Je pense que pas mal de gens, alors bon, on a des écouteurs éclairés, mais globalement, le stress physique, c'est pas le premier stress qui vient en tête. La charge, ouais, l'intensité, ouais, mais le stress physique, il définit quoi? En fait, le stress physique, Moule va me reprendre si je dis de la merde, mais c'est toute contrainte impactant le système musculo-squelettique. Ouais. Ah, là franchement, drop the mic. Voilà. Colin, pour une fois, j'ai Simple. rien à dire. C'est Efficace. bon, Alors c'est maintenant, bon, c'est la première fois en 6 épisodes. première fois que j'explique un truc simplement. Non mais si, on peut le dire, si. mais voilà, et du coup par contrainte impactant le système musculo-squelettique, parce que oui, il n'y a pas que impactant les muscles, mais aussi les ligaments, aussi du coup le périos, les os, etc. Et donc par contrainte, on va entendre déjà celle qu'on connaît tous, la gravité, ensuite n'importe quel mouvement, n'importe quelle charge, on va avoir la vitesse, la friction, on va avoir plein de choses qui vont venir changer. Enfin, la vitesse n'est pas une contrainte, mais elle vient influencer les contraintes. Enfin, voilà. Globalement, on va avoir un peu tout type d'impact qui peuvent se reporter sur le muscle ou et le squelette ou et le système nerveux, bref, tout ce bordel. Mais pour l'hypertrophie, on va se concentrer sur le musculo-squelettique. Le nerveux, bien qu'impacté, ne rentre pas dans l'hypertrophie, ne rentre pas dans le stress physique. Bah, je tiens à noter une chose quand même, c'est que moi, du coup, comme vous m'avez demandé la semaine passée, je n'ai fait 0 recherche. Et donc voilà, je suis là avec très peu d'informations, juste les basiques que je connais et que je pense la plupart des gens viewer lambda. connaissent. C'est ça, le viewer lambda, c'est le connaissance basique des gens qui ont de l'hypertrophie, stress physique et ce genre de choses. Ok. Donc aujourd'hui,
on parle contrainte physique. Donc le mot stress physique, il sera peut-être moins parlant que contrainte physique, donc je pense qu'on va plus utiliser le terme contrainte. Et donc, pourquoi justement est-ce qu'on a décidé de parler d'hypertrophie et de contrainte? Peut-être parce que l'hypertrophie, elle est générée par les contraintes que tu vas mettre sur ton corps, je sais pas. Bon, spoiler, oui. Et donc on va suivre le magnifique plan établi par Colin, et donc on va commencer à... Bon, le stress mental, stress physique, je pense qu'on a bien fait le parallèle. Le stress mental, du coup, c'est tous les neurotransmetteurs, tous ces trucs-là, les hormones du stress, cortisol, dont on a parlé dans le dernier épisode. Donc si vous n'avez pas vu, vous allez le voir, comme ça vous Et aidera vous pouvez à reprendre, comprendre. la phrase que je viens de dire, c'est-à-dire, en fait, toute contrainte imposée à, ça c'est le stress. Mm. Donc du coup, stress mental, toute contrainte impactant l'état d'esprit, le cerveau, la communication, l'analyse des informations, etc. Stress Mm. physique, vous reprenez la même phrase appliquée au physique. Et là, en l'occurrence, nous, on va spécifier pour l'hypertrophie, donc muscle, os. Principalement muscle. Donc, Oui. définition de l'hypertrophie. Est-ce que quelqu'un l'a ici? La définition générale. Moi, je propose Euh, qu'on demande à Ahmad, parce que comme ça, justement, Ah, vu qu'il ne s'est très pas bien. Bah, renseigné Ouais, plus que comme ça, on va ça, pouvoir se on va foutre de avoir sa la gueule, ouais. définition qu'on est censé avoir. c'est vrai Mais non, que mais la définition oui. qu'on a comme ça, quoi. Ouais, C'est non vrai mais que oui. vas-y. Alors pour moi, l'hypertrophie, bah, c'est le fait d'arriver à fatigue musculaire dans le but de prendre de la masse musculaire avec le temps. C'est un peu la seule information que j'ai de l'hypertrophie. Et c'est donc c'est en augmentant les charges progressivement et en faisant en sorte d'emmener ces muscles de façon générale à échec dans le but de faire des déchirures musculaires pour en avoir des nouvelles cellules musculaires et donc faire grossir les muscles. C'est un peu comme ça que je vois l'hypertrophie de ce que j'ai cru comprendre de mes anciennes recherches sur Internet un peu sur le sujet. Ok. On reviendra dessus après. Colin? Bah, du coup, c'est une première analyse de l'hypertrophie que beaucoup de gens ont, qui est assez pertinente, mais qui nous fait rentrer quasi direct dans le debunk, parce que rien que ma vision de l'hypertrophie va commencer à débunker un peu. On n'est pas obligé d'aller à l'échec. C'est une mentalité qui a été énormément donnée, cette espèce Oui, Définis d'abord. Hmm. je définis d'abord. Définis Mais d'abord. en fait, ça rentre dans ma définition, Ok. ce que j'étais en train de dire. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'échec parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les micro-déchirures. L'hypertrophie, c'est l'adaptation du muscle et de tout ce qui s'y accroche, tout ce qui s'y Rapport. réfère, euh, merci, tout ce qui s'y rapporte, à un stress. On y revient, donc à une contrainte. Et donc Hmm. l'hypertrophie, c'est le muscle qui, si les contraintes augmentent, bah, si on vulgarise, le muscle augmente. Pas toujours en épaisseur, même si principalement en épaisseur. Et très souvent, quand on parle d'hypertrophie, justement, c'est la première idée, c'est-à-dire prendre de la masse, prendre de l'épaisseur musculaire pour que le muscle puisse gérer plus facilement une contrainte. Mais c'est pas toujours le cas. On avait déjà parlé de Bruce Lee et de son physique ultra dessiné. C'est aussi quelque chose dont j'ai parlé en body. Bruce Lee, en soi, il n'a pas fait d'hypertrophie. C'est juste que son hypertrophie est pas tant en masse et que du coup, effectivement, du point de vue de l'émancipation du muscle, il n'est pas allé très loin. Par contre, il est allé très loin dans la densité. Et la densité est souvent quelque chose qui est oublié en hypertrophie, mais qui compte. Alors, Du coup, oui. je vois où tu veux en venir justement. On va avoir plein de, on va aborder plein de sujets. Déjà, je vais donner ma définition. Ensuite, on verra les différentes théories qui existent autour de l'hypertrophie. Et on verra s'il y en a qui tiennent la route, s'il y en a qui tiennent pas, et un protocole pour pouvoir gagner en masse musculaire ou pour pouvoir aussi performer en street. On verra si c'est intéressant. Hmm. Donc, l'hypertrophie, de manière générale, c'est le fait qu'un organe grossisse. Donc le muscle, c'est un organe, mais tu pourrais très bien avoir une hypertrophie, je sais pas, du foie ou quoi. Bah, ça s'appellerait pareil, ça s'appellerait hypertrophie en médecine. C'est l'inverse de atrophie. Du coup, atrophie, c'est quand généralement on utilise ça pour un muscle, mais encore une fois, ça peut être utilisé pour tous les organes. Et quand on dit atrophie musculaire, c'est le fait de perdre du muscle. Ensuite, l'hypertrophie, comment ça apparaît? Alors, les théories qui existent à ce jour sur l'hypertrophie, ou du moins qui ont existé par le passé, on a beaucoup parlé d'hypertrophie sarcoplasmique ou d'hypertrophie myofibrillaire. Tu Sarcoplasme et peux détailler. myofibrille, ça vous parle? Alors,
J'ai énormément entendu parler. Le temps que je m'y intéresse, j'ai entendu que c'était débunké. Alors, ouais, Ahmad, je t'ai vu tirer une petite grimace, donc je vais Oui, détailler un alors peu j'ai ce que tiré une c'est. petite grimace parce qu'en fait, normalement, je l'avais fait en cours de biologie. Seulement, voilà, étant un très très bon élève en classe, Ahmad a très bien écouté ce que la prof avait raconté. Et donc, légèrement un petit oubli sur ce que c'est. Ça Bah, en ferait pas même de mal de temps, faire un petit rappel général. Si, s'il fallait voilà. rappeler qu'on est con mais qu'on essaye de devenir intelligent, voilà. Enfin, tu vas voir qu'on s'entend pas un petit peu de savoir comment s'appelle chaque détail du muscle, mais enfin, Et je le rappelle quand même. Sarcoplasme, du coup, c'est ce qui entoure le muscle. Il y a des fascias qui englobent nos muscles et on va dire qui relient un peu tout notre corps ensemble, tu vois, les différentes zones. Mhm. On appelle ça des fascias. Et pour le muscle, le fascia qui l'entoure, c'est le sarcoplasme. Mm. Ensuite, les myofibrilles. Myo, ça veut dire muscle. Vas-y, Colin. Tu peux peut-être citer l'un des fascias que tout le monde connaît, et même souvent le seul que les gens connaissent, le fascia lata. Fascia, Le fascia lata, lui, il a pris en popularité, c'est bon, on connaît, mais basiquement, vous avez des fascias un peu partout, et c'est le même principe. T'imagines, tu vois dans les films, tu sais, avec les personnes qui recherchent, les détectives et tout, ils ont un mur où ils relient avec plein de punaises et de fils différents trucs. Bah, en gros, les fascias, ils font ça dans ton corps. Ils permettent à chaque Ah, partie d'être tenue. Parce que Mais c'est ouais, par bien contre, beau bien. c'est pas des d'avoir fils, c'est l'ossature, vraiment des mais. membranes. C'est Ouais, vraiment, voilà. vraiment des membranes. Si on reprend la dissection, enfin, si on prend sous l'angle de la dissection, c'est ce moment où, quand vous avez un muscle, vous allez étirer une espèce de long fil qui se décolle du muscle et qui, en fait, lui, par contre, recouvre tout, tout, tout. Là où le muscle s'arrête, Mm. puis il y a un tendon, puis il y a un os, bah là, il y a un truc qui recouvre jusqu'au bout. J'ai bon? T'as D'accord. kiffé écarteler des souris en cours de bio, toi. J'ai pas eu de cours de bio, j'ai arrêté l'école avant le brevet blanc. Faut pas dire, faut pas dire, faut pas dire. Cut, cut. Ah, pardon, pardon, je suis très intelligent, j'ai fait STAPS jusqu'au bout. Ah. Donc ouais, on en était au sarcoplasme, ok, ça c'est compris, et du coup les myofibrilles, myo ça veut dire muscle, et fibrille, bon bah c'est ta fibre, donc c'est des petites fibres musculaires qui se contractent. Bon, en réalité il y a d'autres trucs encore à l'intérieur qui permettent réellement la contraction, mais il faut juste imaginer que tu as ton muscle, dans le muscle tu as des faisceaux musculaires, dans les faisceaux musculaires tu as des fibres musculaires, et dans les fibres musculaires, tu as des myofibrilles. Et dans les myofibrilles, il y a encore d'autres trucs qui permettent de se contracter, qui sont encore plus petits, mais enfin. D'accord, oui, je vois. Oui. Imaginez, Oui, bah ça imaginez commence à me vraiment, revenir. Ça commence à me revenir peu à peu. imaginez vraiment un élastique. Si vous regardez dans le détail, genre vous avez l'élastique qui se tire et qui se tend. Vous le coupez, vous zoomez. Il y a plein de petits bouts d'élastique qui se tirent et qui se tendent et qui en fait se compressent entre eux ou se dilatent. Vous coupez, vous regardez encore plus en détail. Ben, il y a plein de petits. C'est pareil. Mm. Exactement. Ça C'est le même fonctionne délire. différemment parce qu'on est un corps humain, mais le concept est le même. C'est une bonne image. On commence à être très sérieux quand même pour un podcast moule moule C'est et vrai, du pardon. ratron et un atron, La bite. Pardon, vas-y. voilà. Merci, merci. Chacun dira bite toutes les minutes maintenant. C'est important. Il faut garder le gage moule et du raton. Le Sinon, label. on va perdre notre sigle. C'est comme le sigle bio. Faut payer toutes les années et donner son bilan. Est-ce que vous avez bien dit bit toutes les minutes cette fois-ci? Ça va, il est bien strike, bien copyright comme il faut le podcast. Ah. Donc, pourquoi est-ce qu'on en était arrivé à parler de sarcoplasme et de myofibrilles? En gros, c'est parce que il y a des personnes qui disaient ouais, il y a deux types d'hypertrophie différentes. Il y a l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire. Grosso modo, ils pensaient qu'on pouvait accentuer la prise de masse sur cette enveloppe là autour du muscle et donc ne pas gagner de force, tu vois. Donc c'est littéralement ce qu'on appellerait la gonflette. Mm. Et ils pensaient qu'on pouvait à l'inverse cibler l'hypertrophie sur les myofibrilles et donc gagner de la force et gagner du muscle en même temps. Donc voilà les théories jusqu'ici. Bon. Mais j'ai mon café. Mon dieu. Allez, on vide un petit sachet de sucre, c'est bon pour l'hyperactivité. C'est mon premier café de la journée. C'est Ah rare. ouais, bah t'as vu combien de monsters avant? Zéro. Pas de pré-workout, rien. Alors que ça faisait 2 Oh! semaines que j'étais à 2 pré-workouts par jour avec 3 cafés. Voilà, détox quoi. Voilà, tu te purifies.
Ouais, je me purifie, ouais. Donc, donc ouais, je disais juste qu'il n'y a pas de... En question. Ouais, voilà, ouais, fumer un petit peu, t'inquiète, c'est bon aussi. Suivez pas mon exemple, hein, vraiment pas. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos perso, suivez pas mon exemple. Continue, moule moule. Quand on fait un travail d'hypertrophie, le but c'est d'en stimuler un maximum pour avoir une croissance musculaire maximale. Grosso modo, on veut juste que le tour de bras il augmente, ou ce qu'on appellerait CSA dans les études scientifiques, c'est cross-sectional area. En gros, ils prennent ton muscle, ils font le diamètre, et ils disent, ah bah là, le diamètre il a augmenté, donc le muscle il a grossi. Ok. Le roi. Moi, je vais prendre 5 minutes juste aller chercher les affaires de mon père et je vous laisse continuer le débat entre vous. Heureusement qu'on avance vite dans le podcast parce que qu'est-ce qu'on s'arrête toutes les 2 secondes, hein. C'est clair. Waouh Waouh On trace. Donc Ahmad nous a quittés pour aller chier. C'est faux en plus. C'est faux, mais on salit son Mais honneur c'est mieux. comme lui salit les toilettes. Allez. Donc, les différents types d'hypertrophie. La théorie, donc l'ancienne théorie sarcoplasmique versus myofibrillaire est complètement fausse. Et pourtant c'est dommage parce que c'est encore des conneries qu'on apprend en STAPS. Du moins pas dans toutes les STAPS, mais Mais dans celles qui sont vraiment à 30 ans de retard, et il y en a pas mal, on apprend encore ça. en fait, c'est des conneries qui ont des raisons d'exister, mais qui posent problème dans la manière dont elles existent. C'est-à-dire, de toute façon, c'est logique. Si vous réfléchissez 2 secondes, bien évidemment que votre corps, aussi complexe qu'il est, ne peut pas genre avoir un mode on-off, genre c'est soit t'es type 1, soit t'es type 2, c'est des simplifications pour l'utilisation. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas présentées comme des simplifications. Je veux dire, c'est comme, alors je vais faire un parallèle, je ne sais pas si tu vas me suivre, mais c'est comme l'autisme. Passé un temps, on était en mode, il y a des types d'autisme. Non, c'est un spectre et c'est super complexe. Et définir des types d'autisme permet de savoir à peu près, de faire une fourchette de ce qui est le plus impactant pour tel ou tel type d'autisme. Mais la réalité, c'est que le gars, il a plein de petits curseurs de sursensibilité, de désensibilisation et tout, qui sont plus ou moins hauts, et ceux qu'on a rangés dans une seule et même catégorie ont tous leurs petits curseurs à des points différents. C'est juste qu'ils ont les 2 mêmes curseurs assez hauts, les 2 mêmes curseurs assez bas, etc. Et si je dis pas Exactement. de bêtises, de ce que j'avais pu voir de ces 2 définitions-là, elles pourraient avoir une utilité sur l'entraînement si elles sont bien prises, comme beaucoup de choses devraient l'être, pour des approximations et des simplifications, pour faire des groupes de gens. Et là-dessus, il y a d'autres trucs qu'on peut ranger. Il y a l'IMC, qui peut être pertinent tant qu'on ne rentre pas dans les extrêmes, mais qui la plupart du temps est assez foireux. On peut avoir, donc, on va en parler un tout petit peu plus loin, mais les morphotypes, etc. C'est des outils, mais il faut se rappeler que c'est des outils. Il ne faut pas les prendre comme une réalité. Ton corps, il est ça ou ça. C'est pas aussi simple et ça sera jamais aussi simple. Par contre, ça peut servir. Ouais. Et donc, pour ce qui est de sarcoplasmique myofibrillaire, en fait, l'idée est la bonne, c'est la justification qui ne l'est pas. C'est-à-dire que Mhm. tu peux travailler de manière à gagner du muscle en gagnant très peu de force, et tu peux travailler de manière à prendre du muscle et à prendre de la force en même temps. Tu La peux même travailler différence, à gagner un maximum de force en prenant le moins de muscles possible. Ça, on va y ouais, revenir. c'est vrai. Bah, ça faudrait que ce soit le sujet d'un prochain podcast. Mais ouais, grosso modo, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Ça dépend de la charge que tu vas mettre sur tes barres, et donc de l'intensité et du volume. C'est-à-dire que Mhm. si tu fais des... Regarde, c'est quoi? Tu vas déduire tout seul. Regarde le marathonien, regarde le sprinter. À ton avis, si tu veux prendre du muscle... Enfin, ouais. Le marathonien, il est pas très épais. Mais si tu veux prendre un Non, mais minimum de attends. force... Parce que là, ça fait 2 fois que tu dis un truc qui va me faire tiquer, donc faut qu'on se mette d'accord. Vas-y. L'hypertrophie n'a pas besoin d'être massive. Oui, mais Le le but... marathonien fait de l'hypertrophie. Non, C'est juste qu'il fait de il génère de l'hypertrophie. l'hypertrophie. Il en fait pas. Quand on dit faire Ouais, de oui, l'hypertrophie, pardon. Il vise pas l'hypertrophie. C'est le même exemple que pour Bruce Lee. C'est pas sa visée. Mais il y a de l'hypertrophie. Et d'ailleurs, en fait, d'un certain côté, même si on peut changer l'équilibre de la balance, tu peux pas mettre la force ou l'hypertrophie à zéro. oui, À partir du moment où tu travailles l'un, tu travailles l'autre. oui, Pareil pour la vitesse d'ailleurs. Donc voilà, tu peux maximiser, mais tu peux pas en amener un à zéro. exactement. Donc, t'as raison de le relever. On va l'expliquer dès maintenant. Euh, Quand on dit faire un travail d'hypertrophie, c'est viser la croissance musculaire maximale. Mais en Ouais. soi, comme tu l'as dit, Colin, tous les efforts qu'on fait
vont générer un petit peu de l'hypertrophie. Ce sera pas maximisé, mais quand tu travailles la force, tu vas gagner un petit peu de muscle. Quand tu travailles la vitesse, tu vas gagner un petit peu de muscle. C'est ça. Peu importe ce que tu fais, va y avoir une conséquence physique, une réaction de ton corps. Si on part à l'extrême, vous avez déjà vu des gens qui, par exemple, se sont pété une jambe et n'ont pas pu marcher. On voit bien que, même si c'est quelqu'un de sédentaire de base, rien que marcher lui faisait faire de l'hypertrophie, puisque le fait est que quand il marche plus, sa jambe, elle fait... Alors c'est minime, hein, mais vraiment, quand tu vois le zéro absolu de l'effort, c'est là que tu vois à quel point même marcher dans la rue pour rejoindre ton arrêt de bus, donc le minimum, bah en fait, tu es déjà en train de faire une forme d'hypertrophie. Et c'est Mhm. pour ça que moi, je t'ai coupé pour faire un peu mon chieur, c'est qu'il faut bien qu'on établisse la différence entre l'hypertrophie mécanique, celle qui va arriver dès que vous faites le moindre effort, et la visée hypertrophique dont on va parler aujourd'hui, mais voilà, c'est une autre vision de la chose, c'est-à-dire que le travail d'hypertrophie et l'hypertrophie, il faut les dissocier. L'hypertrophie arrive tout le temps. Ouais, absolument. Donc, ceci étant dit, pour ce qui est de justement de comment est-ce qu'on gagne du muscle, pourquoi est-ce qu'il y a de l'hypertrophie qui génère de la force avec, pourquoi est-ce qu'il y a de l'hypertrophie qui génère pas de force, entre guillemets. De la même manière que lorsque tu travailles l'hypertrophie, tu gagnes toujours un petit peu de force, et lorsque tu travailles la force, tu gagnes toujours un petit peu de muscle. Mais donc, ça va dépendre de la charge que tu mets sur la barre, de la relation volume-intensité. Si tu fais des efforts qui sont très longs et peu intenses, Le marathonien, marathonien par exemple, bah t'auras tendance déjà à prendre un petit peu moins de muscle. Bon, ça dépend des morphotypes, on y revient juste après. Mais aussi, tu auras tendance à prendre moins de force, parce que la force, c'est la capacité à produire une tension maximale enfin, tension maximale, donc ça sous-entend que c'est pendant un court instant. Si tu veux gagner en force, tu vas pas faire des séries de 20 répétitions et mettre une charge légère. Non, ton but, c'est de mettre le plus lourd possible. vous voulez un exemple hyper parlant? Regardez les compétitions d'endurance de set and rep et le corps des gars. Alors, les gars sont musclés, il n'y a pas de problème. Et là, on revient à quoi qu'il arrive, tu fais de l'hypertrophie. Mais tu compares avec le street lifting, il Hmm. n'y a pas photo. Les mecs, c'est des Ouais. tanks. C'est d'un côté, t'as des avions à réaction militaire et de l'autre côté, t'as des tanks. Voilà. C'est parce que c'est pas la même visée. Il y en a un, il doit enchaîner avec le moins d'efforts possible, genre littéralement, il doit rendre la traction la moins fatigante, la moins impactante possible. Donc, au début, il va prendre de la force et de la musculature, mais très rapidement, son objectif, c'est que cette même force, eh ben, en fait, elle permet de faire le mouvement avec très peu de contraintes. Or, on l'a dit, l'hypertrophie, c'est s'adapter aux contraintes. Si tu arrives à un stade où ton mouvement n'est plus une contrainte, ou en tout cas la contrainte la plus basse que tu peux faire, parce que c'est comme ça que tu vas faire des 35 tractions, 40 tractions, 50 tractions, bah en fait, encore une fois, tu ne peux pas ramener l'hypertrophie à zéro, mais tu la minimises énormément. Donc c'est bien que tu l'abordes parce que du coup, ça nous amène à comment on génère de l'hypertrophie. Alors, l'hypertrophie, euh, cette hypothèse du coup de sarcoplasmique et de myofibrillaire, elle est fausse. Je Est-ce crois que que je tu vais peux faire nous beaucoup de donner cuts juste un parce que... exemple théorique, un exemple concret, mais juste, voilà, comment on pourrait théoriser le fait d'entraîner le sarcoplasmique et d'entraîner le Yes. myofibrillaire? Comme ça, on a une Donc, bonne idée. si je reviens sur sarcoplasmique et myofibrillaire, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est celle qui, en théorie, enfin, qui était pensée Qui comme maximise l'hypertrophie Sarkozy. qui... Non, hors sujet, mais c'est pas grave. C'est parce que ça faisait 2 minutes qu'il n'y avait pas eu de beat, donc Je fallait... sentais... Ahmad, reviens. Euh, donc oui, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est celle qui permet de gagner du muscle et pas de force. Du moins, c'était En ce qu'on théorie. pensait. Hein. Je rappelle que c'est une théorie qui est complètement réfutée maintenant. On disait qu'on travaillait en hypertrophie sarcoplasmique lorsqu'on faisait des séries, donc là on parle en musculation, lorsque grosso modo tu tournais à du 12 à 20 répétitions. Tu vois, c'est quand même des séries longues, 20 répétitions, faut les faire. Et donc que tu visais un maximum de congestion dans tes séances, mais toujours en série très longue.
séries très longues en musculation, ouais, c'est du 12-20 reps. Il y en a certains qui montaient même à 30. Sur un programme l'autre jour, j'ai même vu 50. Enfin bref, Si, on s'en si fout. vous voulez, c'est un peu. Alors 50, c'est un peu extrême, mais si je dis pas de bêtises, le sarcoplasmique, on supputait qu'on l'entraînait lorsque on était à la limite entre l'endurance de force et la force, mais plutôt côté endurance de force. Donc là, normalement, pour ceux qui ont fait de l'endurance de force, de la force, etc. en musculation, vous voyez déjà pourquoi on a fini par le réfuter. Il y a un problème quelque part. Si vous avez déjà fait beaucoup d'endurance de force et à un autre moment beaucoup de force pure, il y a une couille dans le potage quand même. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi on parle de musculation, c'est parce que c'est beaucoup plus simple pour expliquer d'un point de vue théorique et d'un point de vue prépa physique, c'est beaucoup plus quantifiable. Évidemment qu'on pourrait donner des parallèles en street, mais ce serait beaucoup plus dépendant du contexte, là où en musculation, c'est charge par poids du corps, par barre, par mouvement. C'est beaucoup plus facile à quantifier, mais bien sûr qu'on peut l'adapter. Et donc, justement, on l'expliquera comment faire en street après et si ça a des bénéfices. Mais Ça donc, en a. toujours est-il, ça en a un petit peu quand même, c'est bien, Oh, bah, c'est bien. pas mal quand même, pas mal. Mais on vous expliquera, on vous expliquera. Et donc ouais, l'hypertrophie sarcoplasmique, grosso modo, c'est série longue. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est des efforts longs, mais où tu mets pas très lourd. Voilà. Donc tu penses typiquement au bodybuilder là qui fait ses séries avec ses curls, biceps, tout ça. Ok. D'où l'idée de gonflette, c'est-à-dire cette image de ne pas prendre de force mais de prendre de la masse. On voit ça chez les bodybuilders. Les bodybuilders, on voit qu'ils font pas ce que d'autres athlètes font, mais qui sont très jolis avec des gros muscles. Boum, gonflette, allez hop, c'est du muscle qui sert à rien. On débunkera ça, ça viendra probablement aussi avec les morphotypes, je pense. Ouais, ça Continue. vient juste après. Et donc, il y a l'hypertrophie qu'on qualifiait de myofibrillaire parce que on pensait que bah, ça développe les myofibrilles parce que je gagne de la force en même temps. Donc, c'est génial comme hypertrophie. Bon. Cette hypertrophie-là, par conséquent, elle se développe avec des séries plus courtes. Généralement, on tourne à du. Enfin, dans les protocoles de l'époque, on tournait plus à du 5 à 10 en termes de répétition. C'est un truc que vous avez dû entendre plein de fois, que ce soit en rééducation. C'est le go-to. Genre, vous commencez à vous remettre en forme, on vous dit, ouais, reste dans. Alors, il y en a, ils vont dire 6-12, il y en a, ils vont dire 5-10, il y en a, ils vont être plus proches des Nantes, en fait juste 10, des séries de 10 x 10 ou ce genre de truc. C'est un truc qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. On entend beaucoup plus ce type de répétition que du fait 20 répétitions ou de fait une série de 3 reps. Ça arrive plus rarement parce que ça demande un peu plus de finesse et de compréhension. On va dire que justement ce type de série-là, c'est le truc où on sait qu'on tape à peu près dans la vibe où tu vas prendre en épaisseur, tu vas prendre en force, tu vas prendre en mobilité, ok c'est good, vas-y, go for it. Ouais, c'est simple dans la durée de l'effort. Enfin, même c'est simple à programmer. Tu fais un 3 x 10, ok, bon. C'est très basique. Mais donc, pourquoi est-ce qu'il y a une hypertrophie qui fait gagner de la force, l'autre non? On l'a dit, c'est la charge. Parce que quand tu fais des séries de 5 à 10 répétitions, tu mets plus lourd. Pourquoi est-ce que tu mets plus lourd? Tu mets plus lourd parce que ton but, c'est de te rapprocher de l'échec. Et c'est ça qui permet l'hypertrophie. Ce n'est pas forcément aller à l'échec, mais les études les plus récentes sur le sujet, montrent que c'est les dernières répétitions, celles qui te séparent de l'échec, qui provoquent réellement de l'hypertrophie. Et ça fait clairement sens. Parce que si tu ne forces pas, si tu ne mets aucune contrainte physique sur ton corps, il n'y a pas besoin de s'adapter. S'il y a un effort que tu peux faire tous les jours, tranquille, c'est pas difficile, ton corps il n'a pas besoin de s'adapter. Le principe de base de la loi de l'Hermès, c'est que tu fais quelque chose de difficile pendant un court instant, La t'es loi pas de capable de le l'Hermès. refaire Ouais, juste le après. retour. Ouais, Mais oui. chaque podcast, on va en parler 4 à 5 fois dans une heure. Let's go. Donc Tout là, est hormétique, vous êtes hormétique. vous êtes. Mais voilà, donc voilà, on a fait notre taf là, on a expliqué l'hypertrophie, bon comment ça fonctionnait. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la notion de répétition effective qui est abordée dans ces études scientifiques-là, qui disent que c'est les 5 dernières répétitions, celles qui te séparent de l'échec, qui provoquent réellement l'hypertrophie. Alors en réalité, 5 répétitions, ça reste relativement vague, parce que tu fais 5 répétitions au soulevé de terre, ou tu fais 5 répétitions au curl biceps, l'amplitude elle n'a rien à voir, la durée de la répétition n'a rien à voir, même l'exercice n'a rien à voir, donc 5 répétitions c'est vague. Ok, faut juste retenir que c'est quand ça commence à être vraiment difficile vers la fin. Donc même pour un exercice qui serait isométrique, tu peux prendre du muscle en faisant du statique. Si c'est pas ce qui est le plus optimisé, mais c'est faisable aussi. Ah, Euh, alors je vais te taper sur les doigts juste après. Justement, on va en causer. Mais
ce qu'il faut voir, voilà, c'est que c'est quand ça commence à devenir difficile. Donc tes 5 dernières répétitions, ça va, c'est facile à garder à l'esprit. Mais pour, euh, si tu comptes en temps sous tension, c'est aussi faisable de te dire bah, je vais faire un curl biceps pendant 40 secondes, mon tempo est libre, tu vois, je fais ce que je veux, mais je dois rester 40 secondes sous tension. Bah, si au bout de 40 secondes tu es à l'échec, bah, ça va être tes 15 dernières secondes, allez, 20 peut-être, qui vont vraiment générer cette hypertrophie. Si tu t'arrêtes à 20 secondes alors que tu pourrais tenir 40, tu auras quasiment rien. Et du coup, moi, je voulais revenir sur un truc sur l'échec pour pas transmettre une fausse idée. Je sais que ce que je m'apprête à dire, en fait, tu le sais déjà, mais dans ton discours, on pourrait mal l'interpréter. Quand on parle de s'approcher de l'échec ou d'aller à l'échec, une grosse idée reçue, c'est de penser qu'on parle de l'échec pour nous, pour notre interprétation. Mais c'est pas vrai, c'est l'échec pour le muscle. Je donne un exemple. Là, maintenant, pour les freestylers qui nous écoutent, lancez une full planche alors que vous ne l'avez pas. Et essayez de la freiner ce que vous pouvez. Vous allez avoir un putain de bon échec. Vous allez être Ouais. bien dans l'échec. Maintenant, d'un point de vue musculaire, il n'y a pas eu grand échec. Il n'a même pas eu le temps d'échouer. Il n'y a pas eu l'effort nécessaire. À l'inverse, je vous dis là maintenant, mettez-vous, je sais pas, à faire des crunchs pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, vous en avez ras le cul. Genre, c'est chiant. Pourtant, vous auriez pu faire une minute de plus. Heureux, Je peux les vous amis. assurer, heureux, je peux vous assurer que ça fera probablement 1 minute que vous êtes en train de faire de l'hypertrophie abdominale. Pas que, surtout si vous faites mal vos crunchs. Mais on va dire que vous faites bien vos crunchs. Du coup, ça fait à peu près 1 minute que vous faites de l'hypertrophie abdominale. Du coup, comment ça se fait que d'un côté, vous avez fait 2 minutes de crunch en abdos et vous vous sentez vraiment pas à l'échec, genre juste c'est chiant, juste c'est douloureux, juste c'est énervant. Et de l'autre côté, vous avez fait une full, on est à fond dans l'échec, on est vraiment dans le truc. Pourquoi bah parce que il y a le temps sous tension, déjà. Le temps sous tension est super important. Donc forcément qu'en fait, même si vous étiez plus loin de l'échec dans les crunchs, peut-être même très loin, ce temps passé à être à, allez, on va dire à 70% de votre échec potentiel, bah au final, le résultat est meilleur. On a aussi le fait que, comme je disais, il y a une composante, c'est que si votre échec arrive trop vite, votre muscle n'a pas le temps de s'adapter. On parle d'adaptation. Forcément qu'une adaptation, ça veut dire qu'il faut un minimum de temps, un minimum de répétition, un minimum de durée dans votre temps à vous, dans votre vie. C'est aussi pour ça qu'il faut arrêter avec ce trip de si vous voulez vous remettre en forme, je fais 1 heure de sport par semaine. Non, faites 10 minutes de marche par jour. Ça fait moins, ça fait plus d'hypertrophie en fait. C'est paradoxal, hein, mais c'est vrai. Donc cette notion de l'échec, elle est à prendre d'un point de vue biologique. C'est l'échec biologique. Et parfois, trop s'en approcher fait qu'il arrive trop vite et qu'en réalité, on n'a pas profité de son effet sur l'hypertrophie. Donc c'est juste ça où je voulais venir taper un peu. Et du coup, avec ce que je viens de dire, si j'ai pas dit d'erreur, tu me diras moule moule, bah du coup, en fait, le statique, si il fait de l'hypertrophie, pourquoi malgré tout la majorité des gars du statique sont ultra fins? C'est parce que il fait de l'hypertrophie, il fait même de la très bonne hypertrophie. On sait depuis un petit moment que l'isométrie fait partie des exercices, enfin des types de maintien musculaire qui vont le plus favoriser l'hypertrophie. Mais le problème, c'est que c'est une adaptation qui est très rapide. Très rapide. Et on peut le voir avec des plancheux. Le plancheux qui se met maintenant à faire des full press ou à faire des full push-up, dans 2 mois, il a fait son hypertrophie, ça bougera globalement plus. Même s'il en fait beaucoup plus, même s'il varie. Faudra qu'il passe à de la one-arm planche push-up, qui est quand même nettement au-dessus en termes de difficulté pour reprendre son hypertrophie. C'est pour ça que le statique est à la fois une très bonne hypertrophie, mais va très rapidement caper. Très 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 rapidement caper. Est-ce que tu valides ce que je viens de dire ou pas forcément, moule moule? Alors, ouais, le premier exemple que tu as donné est pertinent avec la planche. Il faut un temps minimal sous tension pour réellement générer de l'hypertrophie. Non. On a dit que c'était les 5 dernières répétitions, celles qui te séparent de l'échec, qui en génèrent. Donc si toi, tu as full planche, mettons que tu sais faire qu'une seule full press, ou si tu sais faire que 3 secondes sous tension, ou même moins, et ben au final, tu fais que une répétition, une demi à chaque série. Donc en soi, c'est une répétition qui peut générer de l'hypertrophie. Mais Mais forcément tu que ça peux tellement... maximisera pas. Bah, c'est ça, c'est que ça ne l'optimisera pas et tu pourras faire tellement peu de séries. Parce que si t'as pas la full planche, tu fais 2-3 tries, t'es rincé.
Tu vois, t'es rincé, nerveusement, t'as tout envoyé. Plus un effort est intense, plus il va solliciter le système nerveux, comme l'a dit Colin. Si tu, je sais pas, t'as à peine la full planche, tu fais une full planche, à la fin de ta série, ça chauffe là. Ça chauffe Mm. pas dans le muscle. Ah oui. Alors que si tu sais faire 100 pompes et que tu fais 100 pompes, à la fin, ouais, ok, ça chauffe un peu là. Mais t'es au bout de ta vie en termes des triceps, tes épaules, tes pecs, tout est gonflé. Et pourtant, Je l'échec vois. ressenti est radicalement différent. C'est pour ça qu'il faut C'est bien ça. réussir à comprendre le type d'échec dont on parle là. C'est l'échec musculaire, qui est très différent. Et là, il y D'accord. a beaucoup de gens qui nous écoutent qui commencent à se dire putain, mais ça rejoint ce qu'on disait sur entraîner la technique, entraîner le nerveux, entraîner le musculaire. Mm. Putain, c'est vrai que des fois, je fais des séries, je suis bien à l'échec, mais pas musculaire. Il y a des fois, je suis bien à Mm. l'échec, mais pas nerveux. Il y a des fois, je suis à l'échec technique dès le début, il y a eu ni musculaire ni nerveux. C'est ça. Et bah oui, Donc, bah oui. échec technique, on peut en parler justement. Pour toi, Ahmad, échec technique. Pour moi, l'échec technique, c'est quand tu fais un try mais que tu n'as pas du tout la forme. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si moi j'essaie maintenant de faire un front lever, mais que je n'ai ni le dos droit, ni les jambes assez hautes, ou ni même la capacité de juste tenir en levier, bah ça va être un échec technique parce que je n'ai juste pas la capacité du tout de pouvoir tenir la forme. Ok, alors moi j'aurais plus dit ça. Démonstration. Bah, c'est plus un échec nerveux ce que tu cites, Ahmad. Ah d'accord. Mais un échec technique, c'est le Ça, fait c'est ce qu'il vient d'avoir de nous une dire. mauvaise technique. Oui. Mais l'exemple le plus parlant pour moi, ce serait par exemple, tu essayes de faire des handstand push-up, donc des pompes en équilibre sur les mains, Hmm. et tu descends et tu te pètes la gueule. Ah. T'es pas allé à fond là, t'as pas envoyé tout ce que tu pouvais, musculairement t'es encore frais, mais ce qui a Hmm. lâché, c'est juste que tu es tombé. Tu as fait une erreur technique, tu Hmm. vois. Et Oui, c'est elle plus peut ou moins, être un oui, ok, c'est peu. plus ou moins ce que j'essaie elle- de dire avec le front lever, c'est que par exemple, si t'as pas le levier, que tu essayes de faire quand même un front lever, mais que tu lâches, bah, c'est que c'est techniquement, t'as pas la capacité de pouvoir le faire. C'est aussi Cette différent. vision peut être un peu fourbe parce que si on reprend l'exemple que tu disais, Ahmad, Oui. sur une planche, on va avoir du mal souvent à voir l'échec technique parce que Hmm. entre j'ai pas la force et j'ai pas engagé le bon truc, c'est parfois dur de différencier. Notamment si moi je me dis je veux entraîner les abdos. Et là, je vous fais une planche, bon vous allez voir tout de suite qu'il y a un problème technique, mais est-ce que c'est un échec technique ou musculaire? Boum, je fais ma straddle, tout est à peu près bien, mais je suis comme ça. Ouf. Genre vraiment le ventre relâché. Je sais pas si ça se voit Hmm. bien, mais j'ai vraiment le ventre relâché. Est-ce que c'est que j'y ai pas pensé? Est-ce que c'est que j'y Ah. ai pensé mais j'ai pas réussi à le faire? Est-ce que j'ai pas réussi à le faire parce que je sais pas comment le faire? Ou est-ce que j'ai pas réussi à le faire parce que mes muscles ne sont pas encore assez solides pour les engager? Et c'est là où on manque cruellement de coach en calisthenics, c'est que très souvent, bah en fait on a voulu le faire mais on n'a pas réussi. Et c'est très dur d'observer sur soi-même, j'ai pas réussi parce que j'ai pas compris comment engager les abdos, ou j'ai pas réussi parce que mes abdos ne sont pas assez forts. Et dans le cas où j'ai pas réussi parce que mes abdos ne sont pas assez forts, on n'est pas à l'échec technique, on peut continuer, alors que visuellement la technique n'est pas bonne. Hmm. Donc D'accord. voilà, là ça nous différencie bien les trois types d'échecs. Pour moi, il faut voir où ça chauffe à la fin de la série, c'est vraiment le plus simple. C'est, t'as poussé ta série à fond, ça chauffe là, ça chauffe Hmm. dans le muscle, ou ça chauffe pas du tout. Ça chauffe pas du tout, échec technique, tu t'es pété la gueule, t'as pas réussi à activer un truc, et ça chauffe dans le muscle, échec musculaire, ça chauffe dans la tête, échec nerveux. Ok. Prenez quand même en compte que pour savoir si ça chauffe, il faut comprendre la répartition aussi. Par exemple, si passé un temps, ça vous chauffait tout le temps dans les fessiers en planche et que d'un seul coup, magiquement, ça chauffe plus, des fois, c'est que vous avez arrêté d'engager correctement les fessiers pour votre rétroversion, mais des fois, c'est que vous avez réussi à correctement mettre les abdos, donc les fessiers ne portent plus tout comme avant, donc la tension est moins grande. Hmm. C'est un On est bazar. chiant en street, hein, on est chiant. C'est vrai que ouais, c'est très chiant, c'est tout le temps très flou entre le est-ce que c'est ça ou c'est ça? Mm. Ben, c'est là où du coup, il faut se dire, ok, je sens moins mes fesses qu'avant. Est-ce que je les sens plus du tout? Si, si, je les sens. Est-ce que j'ai senti plus mes abdos qu'avant? Oui. Ok, bah alors si je sens moins mes fesses, c'est parce que j'ai mieux équilibré. C'est Mm. pas parce que je les ai moins activées. Et Hmm. ça C'est peut ça. être très perturbant. J'ai plusieurs élèves qui ont souvent des soucis avec ça. Genre, je leur dis, on est en train de travailler les abdos, sauf qu'on fait une forme full front. Ils me disent, j'ai pas tant senti les abdos que ça. Et je suis en mode, mais est-ce que ça t'a bousillé un peu les abdos quand même? Oui. Est-ce que ça t'a bousillé les fesses? Oui. Est-ce que ça t'a bousillé les jambes? Oui. Est-ce que ça t'a bousillé les bras? Oui. T'as juste réparti la charge. C'est très bien. Mm. C'est ça. Bah, ça, les compensations, on pourra en parler, je pense, dans un autre épisode. Mais du coup, j'espère que ça permet de mieux cerner déjà ce que c'est l'échec musculaire et les bénéfices dans l'hypertrophie. Donc, ce soit dit en passant, on a dit que c'était se rapprocher de l'échec et faire ces répétitions très difficiles là qui te permettaient de gagner du muscle.
Les RPE pour les muscu-boys. Ouais, au-delà de ça, tu as parlé de tension. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu gagneras beaucoup moins en muscles si tu fais, je sais pas, des sauts ou des exercices avec une tension très peu prolongée, comparé à des mouvements où tu restes en tension permanente. Je te demande d'imaginer un bodybuilder. Le bodybuilder, tu le vois faire ses curls biceps, tu vois qu'il est en tension permanente. Tu vois. Alors qu'il y a des personnes à la salle, et généralement tu verras, ils sont tout maigres. Ces personnes-là qui font qu'ils font à demi-kilomètre heure et qui rebondissent, entre guillemets, en bas du mouvement. Mm. J'aurais peut-être un meilleur exemple pour ça, parce que là, on peut carrément dire que le gars qui fait boing boing boing, c'est pas efficace. Mais dans un cadre où c'est vraiment plus le but ciblé qui diffère et qui, du coup, là, est pertinent pour le décalage en hypertrophie, regardez les tractions de n'importe quel muscu-boy, body, etc., etc. Ils vont faire des tractions globalement un peu lentes en restant tout le temps semi-pliés, montent pas complètement, etc. Parce que en fait, les fins de mouvement, ils en ont beaucoup plus rien à foutre. Là où nous, en cette NREP, surtout en compétition, on va voir les gars partir sur des tractions comme ça, ils font poup, et en fait, rien que ce mouvement-là, il est suffisant pour arriver en haut. Après, ils ont lâché toute la tension. Et ils amortissent à la fin, ils utilisent un joli rebond où ils jouent sur le mouvement thoracique et tout le bordel, et boum, 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 boum. Et ils vont mitrailler leurs 15 premières tractions pour qu'elles consomment rien, mais vraiment rien. Et effectivement, si on avait des capteurs partout, on pourrait voir qu'il y a une tension très intense, mais ultra courte. Et du coup, si on rapporte genre le nombre de joules produits sur l'ensemble de la performance, il est bien bien moindre que les 5-6 tractions du body parce que c'était pas la même visée du tout et ça se voit et on le voit même musculairement. Le muscle va faire un petit pouf d'une seconde qui projette, alors que le gars en body, le muscle, il est en tension complète dans la montée, dans la descente. Enfin, il n'y a aucun moment de relâchement. C'est constant, quoi. Oui. D'où le statique qui, en réalité, avec son isométrie, quand tu es sur des trucs très hard, si, il fait de l'hypertrophie. C'est ça. En fait, faut voir ça comme si tu triches pas. Tu mets toute la tension dans ton muscle. Tu fais pas d'effort explosif. Et c'est pour ça, ça me fait une belle transition vers toi, Colin, vers Livan aussi. Les Mhm. personnes qui sont très explosives, bon, ça se voit encore plus sur Colin pour le coup, mais Moi les personnes qui ont tendance à être très explosives prennent plus difficilement du muscle. Parce que si dans tous tes efforts, t'as tendance à justement l'optimiser, à être très explosif, bah c'est pas ton muscle qui prend l'attention, c'est Mais, le système nerveux et tes facultés techniques qui prennent le relais, on va dire. mon cher Moulmoul, vois-je ici une tentative de transition vers les morphotypes. Oui, en effet. Mais c'est magnifique, vous êtes vraiment très fort en podcast. Nous vous écoutons, mon cher Moulmoul. Alors, les morphotypes, qu'est-ce que c'est? Les morphotypes, c'est alors moi personnellement, pour moi c'est un peu une idée reçue. Il y a pas mal d'idées reçues pardon autour des morphotypes. C'est qu'en fait les morphotypes c'est un peu une façon de catégoriser les différents types de morphologie. C'est-à-dire qu'on va mettre les personnes minces et comment on l'appelle les skinny fat ou alors des personnes comme moi qui sont plutôt bon, je sais même pas c'est quoi les termes Forte. techniques tellement que je. Non, c'est qu'en fait c'est genre très musculaire mais aussi gras. J'ai plus le terme. C'est endomorphe. Oui, voilà, endomorphe. Mais en fait pour moi c'est des étiquettes qu'on met pour catégoriser les gens. Et après, pour moi, le problème de ces catégories-là, c'est qu'en fait, on peut très facilement tomber dans le piège du ah, ben si je fais partie de cette catégorie-là, c'est qu'il y a certains trucs que je ne peux pas faire. Alors qu'en théorie, bah non, en fait, ces catégories-là ne limitent en rien ce que tu peux ou ne peux pas faire avec de l'entraînement et des répétitions, de la répétition. Comment t'as piqué l'explication qu'on a fait before caméra? Ah, J'adore. Bien joué, bien joué. alors pas du tout, non mais vraiment, non mais vraiment, alors je ne vous ai pas piqué cette T'avais déjà, explication, ouais, c'est soufflé. vraiment mon point Ok. de vue sur le sujet, c'est pas Parce du que tout du ce coup, que vous vous piquez ou quoi aurez que ce pas, soit. mais il a vraiment repris à 80% ce que je Mais oui, disais mais parce que juste avant bah oui, mais parce l'activation que de la cam. oui, parce que avant, je n'ai pas eu l'occasion de parler, de dire ce que je pensais, mais non, honnêtement, c'est vraiment c'est comme ça que je vois tout ce qui est morphologie. Pour moi, c'est comme ça que je la vois. Ok. Du coup, est-ce que je peux faire une explication toujours un peu foireuse? Comme ça, après, toi, tu nous feras l'explication détaillée, Moule Moule. Parce que je pense que tu es le plus rencardé là-dessus. À vos volontés, hein, c'est parti. Mm. Notamment, moi, je trouve il y a plusieurs gammes de morphotypes. C'est-à-dire, tu as le morphotype cliché qui, lui, pour le coup, est vraiment foireux. Genre skinny fat, full fat, golden genetics. Vous avez dû l'entendre un paquet de fois, le golden genetics, sachant que Mm. une golden génétique, c'est faux. C'est un type
de génétique optimisée pour un truc. Mais une golden génétique, ça n'existe pas. Ouais. Évidemment, qu'est-ce qu'on va prendre dans la golden génétique? Généralement, les gens qui sont nés avec des abdos et avec des épaules. Mais déjà là, si vous projetez un peu, vous voyez pourquoi c'est foireux. T'as des gens, ils naissent avec des abdos et des épaules parce qu'ils sont supra fins. T'as des gens, ils vont naître avec des abdos et des épaules parce qu'ils ont une ossature super large, avec des muscles bien tendus, bien visibles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de masse grasse. T'as des gens qui sont naturellement très carrés, mais du coup, on va pas voir les abdos. Enfin, donc, c'est limité. On a une deuxième gamme de morphotypes qui est un peu plus précise qu'a mentionné Moulmoul. Vous avez dû les entendre, hein, c'est endomorphe, mésomorphe, ectomorphe, c'est ça? Ectomorphe. Ectomorphe. C'est un peu plus précis, c'est un peu plus cohérent, ça nous permet de définir des choses un peu mieux et de faire des gammes, etc. Maintenant, on est toujours dans le cas où si tu t'imagines que ah, bah, je suis ectomorphe, donc tel truc qui marche pour les ectomorphes marche pour moi, oui, mieux que si tu avais pris un truc qui avait été pensé pour des mésomorphes, mais le fait de penser qu'un truc qui marche pour un tiers de la population, bah du coup c'est adapté pile à toi, non, vraiment pas. Mais c'est déjà plus utile. Et après, on a les vrais morphotypes, parce qu'en fait, ça a une réalité biologique, mais là, demande de prendre en compte tellement de critères que genre c'est des en fait ouais on a des transmissions génétiques qui vont nous donner des profils. Je veux dire moi je suis le plus grand de ma famille et je suis tout petit. Bon bah voilà, je sais que mon enfant il va pas faire 2,15 m. J'ai un morphotype génétique qu'on peut retrouver dans une bonne portion de la population française, des gabarits assez petits, assez fins, assez compacts. Mais vous me mettez à côté de l'Ivan qui a l'air d'avoir le même morphotype, vous regardez dans le détail avec des capteurs qui peuvent checker tout, on est archi pas pareil. Donc ça reste des outils, on en revient toujours au même truc, ça reste des outils qui peuvent être utilisés. Plus on prend des outils précis, mieux c'est. Et il faut trouver le juste équilibre entre des outils trop précis et donc qui ne peuvent pas être checkés en permanence et des outils trop généraux qui du coup sont foireux. Et tu voulais dire, Amal? J'aimerais Oui, je voulais ajouter en fait, c'est que tu l'as dit aussi, je voulais le dire, mais tu l'as dit, c'est qu'en fait, c'est pas totalement faux non plus. Il faut pas totalement nier les morphologies parce que c'est quand même une certaine vérité biologique et intérieure. Mais le truc, c'est qu'il faudrait juste pas tomber dans le piège du OK, je fais partie de cette morphologie-là, donc je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est vraiment pour moi, c'est ça le Et je piège à ne dois pas faire tomber ci, dans. je dois faire ça. Genre ça, c'est le truc de Exactement. ma morphologie, ça marche. Exactement, c'est ça, Ok. exactement. Parce que moi, une fois dans un parc, j'ai eu une personne qui est venue discuter avec moi pour me donner des conseils, qui avait l'air de s'y connaître un peu. Mais en fait, il m'a parlé de ses morphologies et il m'a dit que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc, j'ai eu cette expérience avec cette personne et avec qui je n'étais pas du tout d'accord sur le moment. Mais sur le moment, je n'avais pas voulu vraiment ouvrir un débat, j'étais plus concentré sur mon entraînement. Alors, je dis oui, d'accord, je le ferai. Mais t'as pas essayé. Parce que ça aurait pu être intéressant que tu essayes et que tu vois que J'ai ça marche pas. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai essayé, mais j'ai quand même aussi réalisé que ça marche pas. C'est que je me suis dit: «Oui, bon, l'explication qu'il m'avait donnée, en théorie, elle fait sens, mais à mettre en pratique, c'est en fait, ça peut ne pas du tout coller à ta personnalité, ça peut ne pas du tout coller à tes objectifs finaux et donc en fin de compte, c'est OK, oui, peut-être qu'en théorie, ça devrait être comme ça, mais en pratique, ça ne fonctionnerait pas». Moule moule. Alors, le mot de moule. Ouais, je vais casser les burnes avec des principes scientifiques comme d'habitude. Allez, Hein, vas-y. c'est mon métier Ouais, dans mais ce podcast. les trucs scientifiques ne se retrouvent pas forcément sur le terrain. Gna gna. Alors, on est tous avec certains gènes qui nous disposent à certaines proportions musculaires. Dans une vidéo plus tôt, même on en a probablement déjà parlé dans le podcast, mais en gros dans notre muscle, on a différents types de fibres. On a des fibres qui sont plutôt endurantes et des fibres qui sont plutôt puissantes. Les fibres lentes et les fibres rapides. Ouais, voilà, ça peut être les fibres lentes, fibres rapides, fibres rouges, fibres blanches aussi. Mais enfin Mais on voilà, se faut rappelle, c'est juste des comprendre le outils, principe. c'est plus complexe, blabla, mais l'idée est là. Voilà. Mmh. Si on simplifie de ouf, grosso modo, c'est ça. Le gène, ça s'appelle ACTN. Je sais plus exactement ce qu'il veut dire. Pardonnez-moi, je sais que ça vous déçoit honte. profondément. Je suis une merde, C'est l'indigne. C'est Le retour du ACTN. Sarkozy plasmique. Eh non, pas cette fois en plus. T'aimes bien à chaque fois de sortir de la merde juste quand je raconte mes trucs scientifiques pour me paumer. Je t'ai vu, toi. Oui, vous, le petit là au premier rang, le petit barbu. Moi, madame, moi. Je peux dessiner le beat au tableau? Ah, Non, non, ça y non. est, il y a le beat. Pardon. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, Il il y a l'a ma dit, petite il l'a charge du dit. prochaine minute au Bien évidemment, bien prochain fois. évidemment.
Donc mon putain de gène ACTN3 là, il a... Tu peux être du genre XX, du genre RX ou du genre RR. Bon, un truc bien complexe pour dire qu'en gros, tu auras soit une dominance de fibres très puissante, si t'es RR, soit tu seras plutôt bien équilibré, RX, la majorité de la population est RX, et tu pourrais être aussi, ce qu'on pourrait appeler physique marathonien, une grosse dominance de fibres endurantes. Et là, du coup, tu seras plus fin XX. Voilà. Ça, c'est la partie génétique. On peut enchaîner parce qu'en vrai, pour les morphotypes, on a établi quand même pas mal l'idée parce qu'en vrai, on en parlera dans un podcast. On en parlera sérieusement dans un podcast parce Mm. que c'est très important. Mais le problème, c'est que c'est tellement complexe de par les idées reçues, de par les simplifications, de par le fait quand, si je dis pas de bêtises, actuellement, faire des vraies simplifications de la réalité des morphotypes, c'est très dur. C'est très, très, très dur parce qu'il y a Mm. beaucoup trop de choses qui rentrent en compte. Donc, ça aura son sujet dédié. Maintenant, vous pouvez continuer d'utiliser un peu les morphotypes tant que vous gardez en tête que c'est une approximation pour trouver genre un schéma général qui colle un peu plus à votre schéma général. Mais voilà, taper du général au général, forcément que faut quand même jongler avec. Et Mm. on peut peut-être commencer à taper, même si on en a un peu parlé, à quoi ça nous sert, nous, en calisthenics, de faire de l'hypertrophie. Parce que là, juste comme ça, depuis tout à l'heure, on parle du fait que l'hypertrophie, c'est que le muscle soit plus gros. Alors ok, le muscle il est plus gros, il est plus fort. Mais Mm. Ouais. nous, ça fait un moment qu'on explique que notre dominante vitesse est quand même vachement impactante dans notre sport, que on commence à parler du fait que prendre plus en masse souvent définit qu'on est plus endurant que rapide. On a donné plusieurs exemples que, à part de l'endurance énorme, genre le marathonien, sinon globalement, bah, les sprinters, tout ce qui est en vitesse, c'est pas intéressant de prendre de la masse. Pourquoi on prendrait de la masse en street? Pourquoi on chercherait à prendre de la masse en street? À quoi ça servirait? Ahmad, t'as une idée? Et bah alors moi personnellement de mon expérience, prendre la masse, pour moi ça a toujours été plutôt négatif. Alors ça c'est plutôt personnel, mais c'est dû au fait que bah, déjà moi au niveau de la masse je suis déjà assez lourd. Donc prendre de la masse en plus pour moi c'est ajoute plus de la difficulté. Après, l'avantage que j'ai, c'est que bah, avec ces difficultés-là, avec le temps, si je décide de un jour faire une sèche sérieusement et puis de m'y tenir vraiment bien et de perdre 10 kilos, bah, derrière, j'aurai accumulé beaucoup plus de force sur le temps avec lequel je me suis entraîné avec ce poids qui est plus lourd et que j'ai perdu. Et puis, un exemple que je pourrais par exemple citer, c'est si quelqu'un d'autre que moi, par exemple, est plutôt mince, mais à un moment, il a décidé de prendre du poids et de faire de l'hypertrophie. Colin qui, Colin Soleil qui a la disco. caméra qui déconne. Mais en, Colin qui déconne. mais en gros, quelqu'un qui a une compétition, par exemple, il avait il peut prendre par exemple du poids en plus pendant 2 3 mois en avance, et puis il s'entraîne avec ce poids en plus, donc ça lui aidera à atteindre des objectifs un plus élevés que son habitude. Et puis derrière, un mois avant la compète, il peut perdre ce poids. Et puis quand il arrivera à la compète, bah, il a pris de la force en faisant de l'hypertrophie, en prenant un peu de masse musculaire. Et puis arrivé à la compète, il a perdu ce poids qu'il avait pris en trop. Et ça va du coup lui redonner cette possibilité de travailler comme avant, mais avec de la force en plus. Ça, ben, j'aimerais bien rebondir là-dessus avec moi aussi un truc un peu personnel. Un truc qui peut être très intéressant, justement, que tu viens de mentionner sur l'hypertrophie et qui peut même aller un peu plus loin, c'est qu'en Hmm. fait, l'hypertrophie peut être pertinente à un instant T. Effectivement, d'un point de vue performance, le jour de la performance, souvent, on va vouloir la contrer. Mais le fait, un peu comme des bodybuilders, d'avoir des montées en prise de masse pour sécher ensuite, ça peut être Hmm. très pertinent pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est le recrutement nerveux. On a déjà expliqué plusieurs fois que les muscles, c'est comme des batteries. Et en fait, si on a une montée en hypertrophie, souvent notre batterie, elle grandit. Pas toujours, il faut l'optimiser Hmm. quand même, mais globalement, elle grandit. On crée du potentiel nerveux. Et si on sèche sur une courte période, ce potentiel nerveux ne repart pas en arrière tout de suite. Donc du coup, on peut presque revenir à un poids d'origine, en ayant les batteries de notre poids max. Vachement intéressant. Un autre truc, le côté protecteur. J'en suis un parfait exemple. Ayant du mal à prendre de la masse, que ce soit grasse ou musculaire, j'ai une très faible protection osseuse. Mes os sont pas très bien protégés. Les os ont du mal, enfin les muscles ont du mal à encaisser les chocs comme quelqu'un de plus gras ou de plus massif musculairement pourrait le faire.
Et alors attention, parce que dans une hypertrophie extrême, pouf, on inverse la bascule. Les muscles vont tirer tellement fort sur le périoste ou tirer tellement fort sur l'os, si c'est pas le périoste qui pète, ce sera l'os, que ça peut péter. On voit ça notamment avec les personnes qui utilisent des dopants, qui se retrouvent avec des masses musculaires que leur système osseux n'est pas forcément capable d'assumer, et c'est pas le muscle qui va péter, c'est l'os. Donc voilà, mais il y a un espèce de sweet spot à atteindre où votre muscle est une couche protectrice, votre muscle est capable de dégager la charge pour qu'il ne se répercute pas sur l'os. Et ça peut être très très intéressant parce que ça aussi, si vous grimpez et que vous redescendez juste avant la compète, eh ben, la protection elle reste. Le muscle il garde une partie de sa puissance, garde une partie de sa force et vous avez regagné en vitesse. Donc du coup la puissance est d'autant plus efficace. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être vraiment très 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 utiles. Pareil, bah, on va y venir dans pas longtemps, mais c'est valable pour un peu toutes les parties du corps. Des fois, c'est intéressant d'avoir de l'hypertrophie dans des parties qu'on utilise assez peu en street, mais qui vont être utiles pour le nerveux, qui vont être utiles pour pour la protection, qui vont être utiles pour l'engagement général, parce que comme je le mentionnais juste avant, le fait de répartir la charge, ça permet d'avoir moins de force à fournir pour X muscles. Et des fois, même des muscles qui ne devraient pas être directement concernés peuvent quand même prendre une petite partie de la charge d'un mouvement. Et ma caméra est en train de péter un plomb. Et donc, ça, c'est parce qu'on n'a pas encore 10 bits. Ah, voilà, c'est dit. Alors là, hop, magnifique. Ah non. Raté. Ah ben, mince alors. Mais donc voilà, donc du coup, ça peut être très très utile. Mais vous remarquez qu'on n'arrête pas de mentionner que c'est momentané et c'est souvent pas le jour de la performance. Maximiser l'hypertrophie pour une compétition, même moi qui devrais être dans le cas où c'est le plus pertinent, moi j'ai toujours été plus fort quand j'avais plus de masse musculaire, le fait est que je suis aussi très ralenti, et être ralenti n'est vraiment pas pertinent dans les transitions, n'est vraiment pas pertinent dans l'endurance de force, n'est vraiment pas pertinent pour, je sais pas moi, les moves chelous, pour l'agilité, pour plein de trucs qui font que dans le cadre du freestyle en performance, c'est utile en amont de la compétition avec redescente. Bah, ça, comme vous deux vous l'avez mentionné, du coup, l'hypertrophie, c'est clairement ton potentiel de force. Or, en compétition, on joue sur le rapport poids-puissance. Plus un athlète est léger et puissant, plus il a de chances de performer. Bon, ça c'est valable pour plein de disciplines, dont le street fait partie. Là où il ne faut pas faire un amalgame, c'est que quand on prend du muscle, on ne prend pas forcément du gras. On est plus à même de prendre du gras lorsqu'on prend du muscle quand même, mais il est tout à fait possible de sécher et de garder une grosse partie du muscle qu'on a gagné précédemment. Donc ouais, je vais faire ma pub, rendez-vous sur mon podcast avec le coach en body parce qu'on a parlé spécifiquement de ça. C'est ça. Bah, allez voir le podcast et peut-être qu'on l'aura dans un prochain épisode de Moumoule et Duratron, justement, ce serait cool de sortir aussi un peu des chantiers battus. Mais des sentiers battus, pas des chantiers battus. oui, des chantiers battus, d'accord. Les gars, il me reste 4 minutes. Top chrono. Tip. Ok, on va être rapide. Tip. Mais il nous stresse pas du tout. Mais donc oui, comme tu le disais, comme vous le disiez, c'est plus judicieux de prendre en muscle longtemps avant la compétition et de perdre du poids au fur et à mesure, parce que si tu as plus de muscles, tu peux développer davantage de force. Donc comme ça, tu développes davantage de force. À l'approche de la compétition, tu bosses davantage ta vitesse, du coup, que tu n'auras pas eu l'occasion de bosser avant, ça compense. Tu as la force, la vitesse, tu as la puissance qu'il te faut pour la compétition. Et en plus, tu as c'est généralement comme ça qu'on rentre aussi dans l'optimisation nerveuse. Ben justement, optimisation nerveuse, on fait des transitions, là on enchaîne, il n'y a pas de temps. Tu parlais de travailler des parties du corps en sous-entendant fortement les jambes. Et oui, les jambes, ça peut être intéressant pour développer le nerveux. Ça, on l'avait développé dans notre conférence. Ta conférence même, à Brest. Oh, c'était notre conférence. C'est notre conférence. It's our project. Et I've got a dream that someday the calisthenics boys will have legs. Oui, mais donc ça peut être intéressant parce que justement, comme on le mentionnait, les cuisses, les fessiers, c'est des muscles qui sont super gros. Tu peux mettre je sais pas combien au hip thrust ou au squat, alors que ou même au soulevé de terre, alors que si tu fais du curl biceps à côté, tu mets rien. Si tu fais des élévations latérales, trucs comme ça, tu mets 2 kilos. On vous a dit que les batteries
c'était en fonction de la taille du muscle. C'est une vulgarisation, mais c'est globalement vrai. Imaginez la taille de la batterie que vous avez en bas. C'est énorme. Calme-toi, Moulmoul. Pardonne-moi, Mais quelle pardonne-moi. batterie dont Je sais on que parle? toi, C'est de je sais quelle que C'est toi, batterie? pas un muscle, c'est pas un je sais muscle. je sais que Moulmoul a tendance à exposer cette partie, mais comme il l'a dit, ce n'est pas un muscle, c'est un putain de corps Effectivement. spongieux, d'accord? Ça marche Eh pas. oui. Enfin, ouais, donc toujours est-il que faut plus imaginer ça comme la quantité de force que peut produire le muscle qui va agir sur le système nerveux. Parce que la taille du muscle, c'est pas parfaitement judicieux, surtout pas en street, dans le sens où J'ai si t'as des grosses j'ai jambes, donné t'es cette alourdi. vulgarisation-là parce que le truc, c'est des fois, on a l'impression qu'un mec est vachement plus fort dans le haut du corps parce qu'il soulève des masses énormes, mais il soulèvera toujours plus sur ses jambes. C'est juste que demain, il y a un gars, il te fait, je sais pas moi, un développé couché à 120 kilos, et puis après, il te fait un squat à 100 kilos, t'es en mode, il a rien dans les jambes. Tu vois, genre tout de suite, tu vas te dire, il a pas de force dans les jambes. Mais en fait, si, il a une putain de force dans les jambes, parce qu'en fait, juste, il les entraîne moins, mais il a de base une putain de force Il dans a les jambes, ça a et plus ça de se développe plus potentiel. vite en plus. Donc, les jambes sont vraiment le groupe musculaire le plus puissant de votre corps. Le plus puissant, hein, c'est-à-dire force et vitesse, c'est ça qui est magique. Les deux, genre vraiment, jambes, c'est golden. Vous savez autant en sprint, même ceux qui sont mauvais en sprint, vous sprintez bien plus avec les jambes qu'avec les mains, on est d'accord. Bah voilà. Ok, challenge Écoute, j'espère accepté. bien. Un jour, je courrai plus vite sur les bras. Un jour, je courrai sur les bras. Je ferai des ententes sans répit. Tu sais que c'est exactement Ouais, mon c'est- excuse, ça, quand on me dit ouais, tu fais pas les jambes, je dis bah, pourquoi, je sais déjà marcher sur les mains. Est-ce que je peux me permettre de faire Transition. ma propre transition de mon départ? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a déjà abordé plusieurs sujets où vous allez pouvoir continuer, mais moi je serai pas là. Donc l'hypertrophie n'est pas incompatible avec la performance, elle est très utile. Les jambes, moi j'ai envie de finir là-dessus parce que c'est bien. Vous voulez travailler les jambes, mais pas finir avec des grosses jambes parce que c'est chiant pour vos planches? Putain, mais prenez exemple sur les gars de la Muay Thai. Les mecs, ils ont des legs de fils de ptérodactyle et c'est des bâtons, c'est des C'est sticks, vrai. c'est des sticks de ouf. Mais les gars, t'inquiète que s'il faut faire une compétition de pistol squat, tu te fais manger ta race, hein. Et pas que parce que vitesse, parce que ouais, ils ont une vitesse de ouf, mais force aussi, endurance aussi, tout pareil. Et les gars, c'est des bâtonnets. On reprend le Bruce Lee. Bruce Lee a un physique à la Muay Thai, il est hyper longiligne. Les mecs, en vrai, en street, c'est notre go-to pour les jambes. Ça serait le go-to pour les jambes. Ok. Je pense que les jambes, ça nous faisait une belle transition sur est-ce qu'on pourrait travailler les jambes en street pour gagner en nerveux, pas du tout en hypertrophie, et justement pas prendre du muscle. Eh ben, très bonne question. Moi, je ne saurais pas répondre. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Eh ben, si on reprend le protocole d'hypertrophie qu'on a cité plus tôt, grosso modo, ce qui est habituellement utilisé, c'est la gamme 5 à 15 répétitions, parce que c'est facile, dans cette gamme-là, de se pousser proche de l'échec. Se pousser proche de l'échec à une série de 50 ou de 100 répétitions, t'as déjà fait un max de pompe, ça, tu penses que t'es à l'échec, mais en réalité, tu ne l'es pas vraiment. Et si tu fais une série de max de 100 pompes là, mais tu vas avoir des courbatures de fou furieux demain. Alors que avec Non. cette même énergie nerveuse là, tu aurais pu faire quasiment une séance complète d'hypertrophie. Tu vois? Mhm. Donc c'est pour ça que la fourchette 5 à 15 répétitions est davantage utilisée et on va aussi y revenir plus tard pour donner un protocole utilisable directement dans le street. Donc pour ce qui est de l'hypertrophie, on a dit que c'était les répétitions effectives, donc la tension, le fait d'avoir une tension permanente au sein du muscle et le fait de se rapprocher de l'échec qui stimulait de l'hypertrophie. D'accord. Donc on va pas donner Donc, tous les paramètres, fréquences, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Si tu veux prendre en force dans les jambes, en endurance, en tout, enfin, tout ce que tu veux, sans prendre en masse, il faut juste éviter cette fourchette-là et la tension continue. Mhm. Ou du moins, au moins l'un des deux, tu vois. Tu évites soit la fourchette, soit la tension continue, et déjà, ce sera pas trop mal. Si tu évites les deux, c'est encore mieux. Je vois. Donc, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on pourrait travailler les jambes? Alors, je pourrais peut-être une idée de comment prendre en force sans prendre en muscle. Ce serait par exemple des squats sautés où le but n'est pas de faire un squat contrôlé où on descend et on garde la tension tout le long, mais au contraire, on essaie d'activer la tension au début pour sauter et puis
atterrir seulement, c'est là où il y a les tensions. Par exemple, un squat où tu as une intention de vitesse maximale, comme c'est au poids du corps, n'importe qui sait faire un squat en sautant. Oui. Tu vois. C'est au poids du corps, donc tout le monde peut être très explosif, il n'y aura pas une tension prolongée. Et si tu fais 4-5 squats explosifs comme ça, tu n'auras pas le temps de te fatiguer. Tu vois, donc pas le temps de Oui. générer de l'hypertrophie. En plus, ça cramera pas énormément d'énergie Mhm. si tu as une séance à faire à côté et que tu veux y allouer plus d'énergie. Parce que même si ce serait pas un mal de bosser les jambes, je fais une vidéo complète sur le sujet d'ailleurs, mais même si c'est pas un mal de bosser les jambes, bah faut pas que ça représente une énorme partie de tes entraînements. Donc, ta priorité, ça reste le street. Oui. Mais donc, comme tu l'as dit, ça c'est un travail en explosivité et c'est top. Parce que du Oui. coup, ça fait bosser sur la composante vitesse. Vitesse qui fait pas et prendre énormément de muscles. Tu nous as donné un exemple, tension non continue. On Exactement. pourrait aussi regarder tension continue, mais on est en dessous de la fourchette, donc de la force maximale. Mhm. Faire du squat, par exemple, mais là où tu mets super lourd, ou où tu fais des pistol squats, par exemple. Des Ah pistol oui. squats, là où tu fais 2 ou 3 répétitions en charge max. Pour Mhm. pas mal de streeteux, 2 ou 3 pistol squats, ce sera déjà super dur. Mais au final, t'as pas ces 5 répétitions effectives par série. Ah Parce oui. que parce que la série te permet pas d'aller jusqu'à 5 répétitions ni jusqu'à 15, Mhm. etc. Tu vois, c'est trop dur pour. Donc ça va Oui. énormément taper là, comme on a dit plus tôt. C'était comme le Oui. trail de full planche. Tu fais un trail de full planche de 3 Ah secondes, oui, ça chauffe effectivement. davantage là Effectivement. que dans les muscles. Et ben c'est exactement pareil. Si tu fais une répétition ou deux en lourd au squat, Mhm. avec une charge qui te permettrait par exemple d'en faire 3 ou 4 ou 5, tu vois, tu gardes Ouais. la marge par rapport à l'échec. On va dire, même si tu fais une ou deux reps alors que tu peux en faire 6 avec la charge, c'est top. Parce que ça te fait travailler ta force. Donc Effectivement. vachement le facteur nerveux, mais extrêmement peu les facteurs musculaires, parce qu'au total, tu n'accumules pas beaucoup de volume proche de l'échec. Donc tu Oui. pourrais travailler ta vitesse, comme tu l'as cité, on pourrait travailler la force, comme on vient de le dire, et on pourrait aussi Mhm. travailler l'endurance, donc travailler au-delà de la fourchette de 15 répétitions, tout en restant loin de l'échec. Donc si tu vas faire du Ah, vélo, si tu vas faire de la course à pied, ça te permet de les effectivement. travailler, et en plus Mais ça a des bénéfices sur le cardio, mais sans, oui. sans stimuler cette hypertrophie, parce qu'on reste loin de l'échec, et on a une tension qui n'est pas continue. Et ce serait surtout de la fatigue alors nerveux et non pas musculaire. Ouais, on aurait une part de fatigue nerveuse, mais ce serait aussi cardiovasculaire et énergétique. Tu vois, parce que Mhm. mine de rien, tu vides les réserves de sucre qu'il y a dans tes cuisses quand tu Oui, pédales quand tu fais pendant du 2 heures. cardio, oui. Oui. Mais voilà, c'est un autre type de fatigue qui du coup interfère relativement peu en plus avec ce qu'on fait en street. Mhm. Donc c'est vraiment bénéf pour le coup. Donc ce serait Euh, complémentaire comme truc à faire à c'est côté en ça. fait. Donc par exemple, à la fin d'une belle séance d'une petite heure, par exemple, tu as fait une petite séance d'une petite heure de street. Pour rentrer chez toi, si tu rentres à pied, pourquoi pas faire 10-15 minutes de course pour arriver chez toi. Ouais, exactement. Bah, c'est exactement ce que j'ai décrit comme utilisation du cardio, parce que Oui, ça c'est te parfait, permet, oui. mine de rien, de le maintenir, ton cardio. Si tu fais que du street tout le temps et que tu fais pas des combinaisons très longues, au final, t'as pas un cardio de ouf. Ton cardio, Et c'est oui, ton endurance. Hein. effectivement, Si effectivement. t'as un bon cardio, tu peux encaisser des grosses séances, avoir des temps de repos très courts, aucun souci. Alors je devrais commencer à envisager faire ça. Mais par exemple, là, moi, à l'approche de la compétition, tu vois, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce que j'ai pas la voiture disponible, je me suis mis à faire plus de vélo pour aller m'entraîner avec des potes ou ce genre de trucs. Et, euh, et je sens que j'ai des capacités d'endurance hors normes. Bah, par exemple, séance dernière, je faisais des combos one arm handstand planche de 1 minute 15. Hmm. Oh, Et alors que bah, je sais que monsieur, faites sur nous. les qualifs, ce sera 1 minute, tu vois. Donc je sais Hmm. que pendant les qualifs, je ressors, je suis même pas essoufflé, tu vois. Hmm. Eh oui, C'est eh c'est- oui. c'est- c'est tout bénef. Et Et donc, c'est bah, ça ça, son c'est. avantage, effectivement. Donc là, si on revient sur les morphotypes, justement, on a tous des dispositions sur certaines choses. Je suis d'accord dans le sens où physiquement, on est disposé à certains trucs. Tu Hmm. vois, genre au niveau de la génétique, on est disposé à certains efforts. Un sprinter né et un marathonien né, tu les mets tous les deux.
à faire du sprint, bah, le sprinter né, s'ils fournissent la même quantité d'efforts, le sprinter né sera forcément meilleur. Il a un plus gros potentiel. Exactement. Mais tu le mets sur une course à longue durée, et là, le marathonien, directement, il dépasse. C'est ça. C'est que c'est juste t'as plus de potentiel dans un truc. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Moi, je sais que Exactement. j'ai un putain. Enfin, nous deux, je pense qu'on a un très bon potentiel en 7 rep, par exemple. Toi, même plus en street Exactement. lifting. Mais juste ce qui te fait kiffer, bah, c'est le statique. Donc, Exactement. le plus judicieux, en mon sens, ce serait d'avoir un petit peu des deux. Avoir là où on est bon et avoir ce qu'on aime faire. On avait dit qu'on donnait un protocole avant. Exactement, le protocole. L'hypertrophie, est-ce que tu as déjà fait un petit peu de salle ou que du poids du corps Est-ce que J'ai l'hypertrophie, fait, ça te alors parle? quand j'ai commencé, c'était à la salle, et donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait un peu de recherche sur le sujet de l'hypertrophie et de morphologie. Et en fait, ce Ok. que j'avais commencé à la salle, donc oui. Ok. Et donc, est-ce que tu as un exemple de séance que tu faisais à la salle pour qu'on voit ce qui se fait en musculation et comment on pourrait l'adapter au street? Alors, ce que je faisais à la salle, moi, et ça m'avait beaucoup aidé parce qu'en fait, en 2 mois, on m'avait beaucoup dit que j'ai pris beaucoup de masse musculaire. Et en fait, ce que je faisais, c'était des charges dégressives et avec en fait cette fourchette de répétitions, comme tu le disais. Donc, c'est-à-dire de 10 à 15 répétitions par série. Et donc, en fait, c'est exactement ce que je faisais à la salle. Donc, c'était faire en sorte de toujours garder le muscle en tension, par exemple, dans les biceps curls, au lieu de les faire rapidement, ben non, en fait, c'était de faire de façon contrôlée. Et donc, c'est-à-dire qu'on visait à chaque répétition 2 à 3 secondes par répétition. Et donc, ça, en fait, avec le temps, bah, ça faisait que bah, les muscles étaient toujours de plus en plus engagés et donc toujours sous tension, et ça faisait que j'atteignais assez rapidement l'hypertrophie. Et au-delà de ça, dans ton programme, comment est-ce que tu découpais? C'est-à-dire que tu faisais du full body, tu faisais quelle fréquence par muscle? Dans mon programme, on faisait, alors c'était avec des amis, et c'était eux qui avaient fait le programme et moi je le suivais principalement, mais c'était un programme que j'aimais bien parce qu'en fait on travaillait différents groupes de muscles selon l'entraînement qu'on devait faire. Par exemple, si un jour on pouvait travailler les biceps et le dos, un autre on travaillait les triceps et les pecs, en fait on travaillait un peu dans les... Alors, pardon, je crois que j'ai un peu mélangé, je crois que c'est l'inverse, c'est les triceps et le dos, le biceps et les pecs. Et en gros, on travaille en fait un peu dans les muscles qui sont complémentaires l'un avec l'autre. Mhm. C'est-à-dire qu'ils font, par exemple, les muscles pour tirer, les muscles pour pousser, les muscles. Et donc, on catégorisait un peu en groupes, et puis on faisait 2 à 3 groupes, 2 à 3 muscles par Par séance. séance. Mhm. Ouais. Eh ben, c'est très bien que tu abordes ça. Alors, souvent, c'est pec triceps qui est fait parce que c'est des mouvements qui sont utilisés de la poussée bras Ah oui, plié. Mais non, toi, alors tu fais un oui, c'est développé ça, c'est couché. pec triceps. C'est ce que tu avais dit au début. Ou dos Mhm. biceps. Et Oui. donc, pourquoi est-ce que ce serait judicieux d'isoler davantage ce travail? Parce que quand tu fais un exercice polyarticulaire, qui utilise plein de muscles différents, eh ben, c'est Mhm. plus difficile de pousser à l'échec Et oui. les muscles qui sont impliqués dedans. Parce que bah, tu fais ton développé couché, Mhm. ça s'arrête peut-être parce que ton pec en peut plus, mais ça se trouve le triceps et l'épaule, qui participent aussi pas mal dans le mouvement, eux ils sont encore Et oui, frais. Donc au final, tu as exactement. utilisé beaucoup d'énergie à faire un gros mouvement, alors que bah, il n'y a qu'un seul muscle sur les trois, si je dois vraiment simplifier, il n'y a qu'un seul Mhm. muscle sur les Mais trois qui est vraiment rincé et qui a vraiment de l'hypertrophie. exactement. Bah, et d'ailleurs, ça s'applique parfaitement ça au calisthenics parce que quasiment tous nos mouvements impliquent plus qu'un seul muscle à travailler. Donc, le Et front c'est lever, ça va impliquer les épaules, le dos, le bas du dos, les fessiers, les jambes. Et bah, ça se trouve, un jour tu vas y arriver, c'est au niveau du dos que tu as les muscles qui coincent et qui veulent pas. Et au final, en fait, tu as les épaules et les jambes qui sont parfaitement frais, mais tu ne peux pas travailler ce mouvement-là parce que tu as le dos qui coince. voilà. Donc c'est pour ça que en street d'ailleurs, c'est si difficile. Enfin, il y a des personnes qui peuvent prendre de la masse en faisant que du street. Mhm. Mais en soi, faut vraiment se pousser à l'échec de l'échec, pousser jusqu'à la. Même si ta forme elle se dégrade complètement, tu remontes sur la barre, tu reforces. Oui, Parce que quand ta forme elle se dégrade, bah mettons l'exemple le plus parlant, c'est probablement en planche. C'est là, tu fais une planche. Ok, tu commences à fatiguer, tu perds de la hauteur. Ça, c'est parce exactement. que les muscles responsables de ta hauteur, donc de la protraction, Ouais. le dentelé et le petit pectoral, ils se fatiguent. Mhm. Ok. Si on part du principe que c'est pas un problème technique, hein, que tu sais impliquer les Oui, muscles, mais vraiment ils fatiguent. exactement, Ok. exactement. Mais tes épaules, tes biceps, c'est encore frais. Donc si tu t'arrêtes ici, bah t'as pas développé de manière optimale épaules et biceps.
Bon, le Exactement. but principal, ça reste, c'est pas l'hypertrophie en soi, mais c'est l'endurance en street. Tu vois, tu veux développer de l'endurance à un certain palier. Comment tu arrives à faire une full planche? Bah, parce que tu as réussi à faire une progression inférieure avant et tu as développé de l'endurance qui te permet de monter un palier d'intensité. Voilà. Bon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais Mm. toujours est-il que même si ce qu'on cherche, c'est pas directement l'hypertrophie, ça va en générer. Enfin bref. En street, c'est pour ça que c'est important de pousser jusqu'à la bas de forme si tu veux gagner de l'endurance. Et accessoirement, ça te fait gagner du muscle et du potentiel de force. Mm. C'est parce que si tu t'arrêtes dès que ça se dégrade un petit peu, bah t'as pas fatigué tous les muscles impliqués dans le mouvement en fait. Exactement. C'est pour ça que très souvent on entend parler en calisthenics du volume. Donc, c'est-à-dire faire beaucoup de volume, même si la forme elle se dégrade, faire du volume, volume, volume pour se pousser à l'échec. Exactement. Donc maintenant qu'on a dit que les exercices polyarticulaires favorisaient pas la prise de muscle, Exactement. comment est-ce que toi tu orienterais une séance de street Hmm. pour prendre du muscle? Ah, Sur quel type de ça, mouvement? Sur quel type de mouvement et quel type d'effort? très bonne question. C'est vrai que sur le sujet, je suis pas très renseigné, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, on peut catégoriser les types de mouvements. Donc, c'est soit des mouvements de poussée, soit des mouvements de tirée, et soit des mouvements de hand balance. Et donc, comment optimiser ça? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, je te laisse l'honneur pour faire ça. Ok, bah tu sais quoi, je vais t'aider. Ce serait déjà dans le type de mouvement, ce serait déjà du très polyarticulaire comme de la planche par exemple, ou de la one-arm planche, ou plutôt Mhm. du très simple comme des tractions et des dips. Pardon, polyarticulaire, ce serait du coup des planches, Ce mais j'ai serait pas compris plutôt, la ouais, question. si tu veux prendre de la masse. Ah, si je veux prendre de la masse. Alors non, ce serait Si plutôt. voilà, on revient sur le. On sait qu'en street, ça peut être bénéfique de prendre de la masse pour créer du Mhm. potentiel. Et ça, donc, Exactement. loin de la compétition. Ok. Mais comment on fait? Donc là, on va voir un protocole. Mhm. Comment est-ce qu'on fait? Bah déjà, on va faire ça de manière ludique. Du coup, Ahmad, bah, si tout de suite, pour l'instant, tu vois pas clair là-dedans, bah, on va voir ça ensemble. Bien sûr. Pour prendre de la masse, tu choisirais plutôt un exercice très polyarticulaire comme de la planche ou de la voie d'un planche, ou un exercice plutôt isolé, Plutôt plutôt. Hein. isolé. Nous, notre isolation en street, ça reste les tractions et les dips, mais voilà, tu Et choisirais plutôt traction dips ou des exercices très polyarticulaires, des skills. traction dips, parce que c'est ce qu'on appelle les exercices de renforcement d'ailleurs. Exactement. Donc tu choisirais traction dips parce que c'est beaucoup plus facile de pousser les muscles. Enfin, comme il y a moins de muscles impliqués, entre Impliqué, guillemets, on hein, peut, ouais. mais ça reste mieux réparti, même les mouvements sont plus physiologiques, tu vois, c'est plus Mhm. dans notre nature de nous tracter vers le haut que de Mhm. pousser bras tendus tout notre corps en équilibre comme ça. Donc, donc ouais, déjà on choisirait des mouvements plus simples, Plus. techniquement, Mhm. et au-delà de ça, tu choisirais plutôt, enfin tu les exécuterais plutôt de manière très explosive ou de manière très lente. Plutôt contrôlé et lent du coup, Ouais. pour l'hypertrophie. Et du coup, tu te rapprocherais plutôt de l'échec ou tu resterais loin? Alors on va du coup se rapprocher de l'échec. Et pour faire ça, du coup, on va faire par exemple des séries dans la fourchette qu'on avait dit 10 à 15 répétitions, par exemple en dips, mais on va pas faire des dips où on descend comme un fou dingue, on va se pousser à fond et puis descendre vite et remonter vite, parce que le but c'est pas de faire un gros volume, mais de faire 15 bien contrôlés où la tension est faite tout le long. Ouais, en partant du principe que 15, c'est ton max. Ou du moins, Mhm. c'en est très proche. Parce que si t'en fais que Exactement. 15 contrôlés alors que tu seras en taper 30 ou 40, pas beaucoup Oui, d'intérêt pour la prise de masse, comme on l'a dit. exactement. Et donc, dernier point, ce serait plus judicieux de bosser tous les skills, donc de bosser tirage, poussée, enfin plein de muscles différents dans la même séance, ou plus de cibler en street. Alors, si je reviens à ce que j'avais dit en salle et qui était donc très efficace parce qu'en 2 mois j'ai pris beaucoup de volume, ce serait plutôt de travailler de façon ciblée. Voilà, bah t'as le Et oui. protocole d'hypertrophie du coup. Donc après, on pourrait ajuster en fonction du nombre de séries, de répétitions, etc. En réalité, il n'y a pas besoin d'énormément de séries tant que l'effort est là. Oui, Concernant nous en street, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exercices parce que c'est pas notre but principal. Nous, ce qu'on veut, enfin en street freestyle, ce qu'on veut, c'est apprendre des figures. Donc exactement.
l'essentiel, le gros de notre séance, ça restera ça. Mais Mhm. mettre, Mais enfin, atteindre du coup, l'hypertrophie, c'est pour augmenter principalement en fait notre potentiel de mouvement qu'on peut faire. c'est ça, exactement. Bah, c'est pour ça que quand tu as des très bonnes bases en set and rep, tu te mets au statique et tu débloques les skills super vite, Mhm. tu vois. Oui. Bah, comme je l'ai dit, moi, si je prends mon exemple personnel, en l'espace d'à peine 2 mois, j'avais de très bonnes bases en set and rep, hein. C'était de l'ordre de Mhm. 30 tractions, 50 dips, j'avais une traction à 40 kg alors que j'avais 60 kg de poids de corps. Mhm. C'était vraiment de très bonnes bases, tu vois. Je vois. Et j'ai commencé le statique, ouais, en 2 mois, j'ai eu straddle planche, one arm back lever, front lever, drapeau, croix de fer. J'ai Mhm. débloqué tout ça super super vite. Parce que j'avais Mhm. cette base-là. Oui. Donc, si on doit donner davantage de détails, euh, en street, sincèrement, 1 à 2 exos par séance de renfo. Donc, ça peut être une séance, tu vas faire 3 séries de tractions que tu essaies de pousser à l'échec et de contrôler. Mhm. L'autre séance, ça peut être, ah bah tiens, t'as un peu plus de lacunes en poussée. En poussée, tu vas mettre 2 exercices. Donc, tu vas mettre dips et une Et- variante à handstand push-up contre le mur, par exemple. Oui. Handstand push-up contre le mur, bah, c'est plus facile de se pousser à l'échec que les Oui. handstand push-up classiques. Parce que Exactement. handstand push-up classique, tu vas peut-être te péter la gueule avant de réussir à pousser à Exactement. l'échec. Donc tu vois, et c'est ça. Tu vas avoir un échec technique parce que tu vas pas arriver à remonter et garder l'équilibre. Alors que contre le mur, bah, t'auras pas la technique qui vient avec le handstand push-up classique. Voilà. Donc, voilà l'idée du protocole. Après, certains vous diront pour une hypertrophie optimisée, Oui. il faudrait taper 2 à 3 fois par semaine dans chaque muscle. Bon, ça, vous prenez pas. Encore une fois, le but c'est Oui. d'en faire un petit peu, de l'intégrer un peu plus en street parce que le set and rep est beaucoup trop négligé. Genre, toutes les personnes qui veulent faire Effectivement. du statique font oh, Effectivement. ultra spécificité, on fait que du statique. Et du coup, ils en oublient complètement les basics qui les ont fait progresser jusqu'à aujourd'hui en fait. Exactement. Et du coup, beaucoup se retrouvent à stagner à certains moments, où ils se disent: «Ah ben tiens, j'arrive plus à progresser, en front lever, j'arrive plus à progresser en back lever». Beh, c'est parce qu'en fait, ils en font plus du tout de certaines reps, Mm. parce qu'ils ont l'impression que: «Ah voilà, bah, maintenant j'ai atteint un certain palier, plus besoin». Et donc ils Ouais. négligent, quasiment totalement ça. Bah, il y a certaines personnes pour qui faire 0 set and rep ça va pas poser de problème. Mmh. Et c'est ceux qu'on appellerait justement les golden genetics en street qui Et vont oui, prendre du oui. muscle même en faisant enfin qui vont prendre énormément de muscle même en faisant du front ou quoi ou qui vont toujours progresser parce qu'elles ont les facultés techniques pour. Il y a des Mmh. personnes qui auront plus de mal et qui auront besoin de faire davantage de set and rep et c'est ok. Et tu verras que Mmh. souvent même c'est les personnes qui aiment le plus le set and rep Mmh. mais qui se forcent à ne pas en faire parce qu'on leur a dit spécificité, pas parce que c'est quelque chose que pas parce que elles ont envie de consacrer 100% de leur effort au statique. C'est parce qu'on leur a dit de faire ça et pas parce que elles le voulaient vraiment. Mmh. Bon, eh bien, c'est un bel épisode. Je pense qu'on a ramené en plus les morphotypes, donc on va pouvoir faire une On va transition pouvoir, vers la morphologie. Mais dis-moi, mon cher Amatrou, dis-moi la mon cher Malo. morphologie, c'est bien, mais il n'y a pas un sport justement qui est dédié à l'hypertrophie, qui prend en compte les morphologies? Quel serait-ce donc ce sport? Le bodybuilding? Mais non! Mais si, le bodybuilding, si, si, si. Mais alors il faut en parler? Mais oui, ce sera le sujet du prochain épisode. Et Allez, on est, donc et c'est on est écrit. au prochain épisode. C'était Moule Moule Ciao, du Ratrouille à ciao! Matrou. À la prochaine!